Moi, j'ai une question qui est... en fait, j'ai l'impression qu'elle peut être pour tout le monde. Elle est venue la première intervention. Mais je trouve que ça peut rejoindre un petit peu tout. Et c'est une question aussi paradoxale. De toute façon, autour du bruit, on est amené à mettre en avant pas mal de paradoxes. C'est la question du concept. Parce qu'à un moment, il y avait une des citations dans ce que vous avez passé où il y a des personnes interrogées qui parle comme des critères d'appréciation de la harsh noise, le fait qu'il y a un concept dedans ou l'appréciation du concept de cette musique-là. Et je trouve ça assez marrant par rapport à une idée de bruit, quoi, de mettre le concept en avant. Et j'ai l'impression, bon, en même temps, c'est forcément l'exercice de se retrouver ici puis de parler de cette thématique-là, mais on met en avant des concepts et j'aimerais savoir comment chacun d'entre vous pouvait imaginer que ça s'articule, cette histoire de concept, et pourquoi malgré tout on en revient toujours à remettre en avant cette idée-là du concept. Et puis je vous interroge aussi toutes les deux, puisque vous êtes présentées comme philosophe, et le mot concept dans la philosophie, évidemment, il a son importance. Répond qui? Merci. Comme ça portait d'abord sur cette citation, je me permets de prendre le micro. Nous, en tout cas, ce qu'on a remarqué, qui nous a quelque part un peu surprise dans les réponses des auditeurs, en tout cas, c'est que on sait que pour les artistes harsh noise, en tout cas, le discours conceptuel sur la production musicale est souvent omniprésent. C'est un discours très construit, il est souvent présenté dans la maquette du disque, etc. Or, ce qui nous a vraiment surpris, c'est que justement, quand on a posé la question, le discours des performeurs de cette musique est-il important, est-il pris en compte de votre écoute, la grande majorité des réponses étaient négatives. Et ça, c'était une réponse à laquelle on ne s'attendait pas, à vrai dire. Après, on peut peut-être justement discuter de ça. Il y a quelques personnes qui parlaient de cette question de la subversion, de la dimension politique aussi, mais ça a été quand même largement absent sur 100 réponses au questionnaire. Ouais, je sais pas du tout si c'est une réponse, mais je pense qu'il y a cette thématique où c'est peut-être, et c'est un problème qu'on rencontre aussi, où c'est peut-être paradoxal de conceptualiser le bruit, parce qu'il y a toujours cette idée que c'est une matière pure qui va être perdue dans une tentative de conceptualiser. Donc, enfin voilà, là c'est un paradoxe qui tourne autour de toute la démarche. Et par rapport au questionnaire aussi, s'il y avait cette thématique de l'attention au pur sensible, donc qui s'opposerait vraiment au concept. Donc retour au sensible sans bagage qui risque d'en éloigner, quoi. Dans une observation aussi. Voilà. En fait, pour les musiques industrielles, à partir des années 70, le concept fait vraiment partie aussi de la démarche. C'est-à-dire que c'est des artistes qui évoquent tout un tas de thématiques dans des stratégies de recyclage, par une pratique effectivement du collage sonore et visuel, par l'influence de la Beat Generation avec Burroughs et Brian Geizing pour le cut-up. C'est vrai qu'ils évoquent du coup tout un tas de thématiques. Le recyclage de la pornographie, le totalitarisme, le mind control, toutes ces stratégies de manipulation mentale qui sont évoquées, mais aussi l'ésotérisme qui apparaît dès lors comme à la fois un décorum, mais aussi comme une proposition en tant que mode de vie alternatif. Et donc il est quand même ultra prégnant. Et le concept fait partie de cet intérêt en fait pour un style qui part d'une musique improvisée à un truc ultra qu'on retrouve un petit peu moins avec la scène noise qui, il me semble, s'affranchit en fait de tous ces codes voilà, qui sont très qui demandent beaucoup selon de discipline et parce qu'effectivement qui demandent de s'intéresser à des voilà tout un tas de thématiques en tout cas. Voilà. C'est le thème. Y a-t-il une autre question? Tu voulais répondre, pardon. Je vais juste te dire. Non, en fait, il me semble avoir plus ou moins bien répondu déjà. Déjà, le concept, il est jamais tout seul, quoi. Et notamment quand on décide de faire du bruit, on a en tête que ce bruit, il sera pas. On vient de l'entendre, c'est dans l'esprit, c'est déjà quelque chose de purement sensible, mais en même temps, cette chose purement sensible, elle aura une valeur
d'un bruit pur qui n'existe évidemment pas de façon empirique quand on la produit, parce qu'il est dépendant de tout un écosystème de visibilité, quoi. Et il est accroché aussi comment dire, oui, c'est une certaine volonté sensible, quoi, à être diffusée. Donc il me semble il n'y a pas juste un concept seul, ça me paraît un peu, voilà. Du coup, il me semble plutôt intéressant, en tout cas c'est ce qui m'intéressait moi, c'est qu'il y ait plusieurs façons de penser le bruit. Ouais, mais pas seulement de le penser, quoi, mais de le faire aussi. En tout cas, ce qui ressort de l'enquête, c'est que cette dimension sensible, elle est directement articulée avec une dimension cognitive, quoi. C'est-à-dire qu'elle est réflexive, quoi. L'un alimente l'autre. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Ne soyez pas timide, lancez-vous, je suis sûr que vous en avez. Alors, est-ce qu'il marche celui-là? Ah oui, il doit marcher. Oula, je suis loin. C'est plus une remarque qui peut-être vous pourrez rebondir dessus. Ce qui me paraît étonnant, c'est finalement d'essayer d'objectiver le bruit. On voit bien qu'on a du mal. Et là, je pense que c'est un bon exemple. On voit trois stratégies différentes. Une stratégie où on montre un peu le décorum, notamment avec la musique industrielle qui tourne autour de l'objet bruit. Mais finalement, quand on voit la production de Throbbing Gristle, entre 20 Jazz Funk Greats et le début, ça n'a rien à voir au niveau du corps acoustique lui-même. Ensuite, on voit une analyse plutôt sur la réception et sur l'expérience. Mais qui elle-même, et ça c'est une question que je me posais sur votre intervention, Catherine et Pauline, on voit bien qu'il y a une position légitimatoire des gens qui sont questionnés. Et je me demande, moi, à quel degré ces réponses s'accordent avec l'expérience elle-même. Moi, j'étais très étonné, parce que pour moi, qui suis amateur de noise, j'y vais pour avoir une écoute sauvage. Et là, on voit que c'est pas du tout le cas. Donc c'est assez marrant de voir tout le circuit légitimatoire autour de l'objet. Et on voit bien avec Frédéric qu'on tourne autour de l'objet comme si c'était une espèce de trou noir et qu'il y avait des espèces de constellations qui commençaient à s'agréger autour pour tisser un réseau sur lequel on va pouvoir agir. Et voilà, c'est la remarque que je me suis faite. Et je voulais savoir si pour vous, c'était quelque chose que vous aviez appréhendé aussi, et c'était pas quelque chose qui était un peu décourageant finalement d'essayer de regarder l'intérieur d'un trou noir. Bon, alors pour la stratégie réception-expérience, c'est intéressant quelque part qu'il y ait cette surprise aussi. Écoute sauvage. Le problème, c'est que nous, on n'a pas accès à cette expérience brute, on a accès à des discours. Après, effectivement, on peut se poser la question de la distance entre le discours, enfin, entre, en tout cas, le récit de l'expérience et l'expérience elle-même. Ce qu'on a voulu faire passer, mais avec peu de temps, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de temps de développer ce point-là, mais derrière cette question de la légitimation, c'est ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est qu'il fallait aussi analyser le discours à travers ce thème-là, que dans la mesure où il s'agit d'une écoute quand même experte et réflexive, quand bien même l'expérience peut être sauvage, on va avoir un retour sur l'écoute qui est engagé dans des débats liés au genre, liés à la légitimation de ces pratiques. Donc nous, on a accès à ces discours-là, et c'est pour ça qu'on a dit au début qu'on ne cherchait pas à naturaliser l'écoute de la harsh noise. L'expérience elle-même, on peut l'analyser par d'autres biais, certainement, par des descriptions de salles de concert, éventuellement, des choses comme ça. Mais nous, ce n'était pas notre propos ici. C'était une réflexion sur ces discours et sur l'esthétique qui se constitue dans ces discours. Donc, si ça peut répondre à cette question. Et puis, en l'occurrence, peut-être des discours aussi. La manière dont vous avez mené l'enquête a son importance sur le type des réponses. Il conditionne les réponses, quoi. C'est-à-dire que c'est pas du micro en sortie de concert, donc l'écoute sauvage peut-être qui ressortirait plus à ce moment-là. C'est un questionnaire avec des cases dans lesquelles on peut remplir. Et peut-être qu'aussi toute cette forme appelle cette réflexivité. Ouais, ça, on a beaucoup réfléchi à la question des biais. On a essayé de faire les deux. Enfin, John Vitz, c'était une discussion libre, mais pour le reste, pour des questions de temps, enfin, tout simplement,
On a fait circuler ça par écrit, et donc du coup il y avait des thématiques abordées qui forcément structurent, notamment sur la question du corps anatomique qu'on a très rapidement abordé. On demandait si le son était localisé, donc forcément il y a déjà un biais dans la question, on invite les gens à localiser le son. Mais la façon dont les réponses sont tournées paraissait quand même significative, parce que sur cette question de la localisation, on avait des réponses, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais ultra précises, c'est-à-dire quand le nez vibre, c'est que c'est bon. Ou vraiment des trucs super spécifiques. Et donc là, au-delà du biais, il y a quand même une cohérence qui se dessine, qui est significative de quelque chose, il me semble. Mais oui, la question d'un accès pur, à partir du moment où on est dans une esthétique qui cherche à prendre en compte un peu les médiations et à du coup interroger les auditeurs pour voir comment, dans leur écoute, ils constituent aussi la musique, on perd la notion d'un rapport pur à l'expérience. Je pense que c'est... Ouais, je sais pas si tu veux ajouter. C'est le fait que le mot pureté revienne comme ça. Oui, du coup, je pense que le trou noir, on peut tourner autour en parlant, mais quand on est dans la pratique, il me semble qu'il n'y a pas de trou noir. Il y a du bruit, plus ou moins construit. Et là, pour le coup, ce trou noir, il est idéal, quoi. C'est tout. C'est un horizon, quoi, plus ou moins bien réfléchi, plus ou moins bien pensé. Mais du coup, c'est surtout qu'on lui prête une vertu, quoi. Bon, voilà. Peut-être sur cette question de l'idéal, il aurait été intéressant d'entendre parmi vous certains qui sont musiciens, qui agissent dans le champ de noise. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble opérant, par exemple Paul, cette notion d'idéal? Désolé, je te coince. Je suis là comme auditeur. Okay. En fait, j'aurais aimé parler un peu du masochisme et de l'idée du contrat. Et pour moi, il me semble qu'il n'y a pas de sadique dans une salle de concert, même si parfois il paraît dans une salle de concert où il se passe de la harsh noise, par exemple. Mais par contre, il y a peut-être deux formes de masochisme. Je ne sais pas. Je le dis comme ça, mais c'est peut-être une question pour les deux premières intervenantes, mais pour les autres aussi. Donc, même si le bruit, il y a très peu de pratique dans le bruit pour produire le son, mais on doit quand même prévenir l'effet sur les auditeurs, sur l'audimat, je suppose. Voilà. Merci pour m'avoir demandé. Je suis pas sûre d'avoir compris sur les deux formes de masochisme. Vous avez une idée des deux formes ou Oui, en fait, j'ai écrit quelques mots là-dessus, mais c'est à partir de l'idée de Deleuze que le masochisme, c'est plutôt un contrat. C'est pas la recherche de douleur, c'est une recherche de maîtrise. Mais par contre, le musicien et peut-être parfois l'auditeur cherchent la perte de cette maîtrise, mais en faisant une espèce de maîtrise en même temps. Donc il y a deux pratiques différentes, mais qui se ressemblent. Il y a résonance entre pratiques de performant qui doit se concentrer et l'auditeur qui concentre, mais en même temps on cherche à perdre quelque chose, de se perdre. Oui, absolument. Ce qui était intéressant après pour nous, c'est que dans le discours des auditeurs, forcément, le concept de masochisme était souvent mal interprété. D'où aussi peut-être cette attitude défensive par rapport à notre question. C'est que quand, dans une question, on essayait d'articuler la question de l'inconfort ou de la douleur avec le plaisir musical ou l'esthétisation du bruit, la réponse était violente, virulente ou négative parce qu'on n'arrivait pas à articuler la question de l'inconfort et de la douleur au plaisir esthétique autrement que sous une idée un petit peu vulgaire du masochisme, comme on prend du plaisir à se faire du mal. Mais après, si on se rapporte à une théorie plus robuste du masochisme, absolument, ce sera certainement très pertinent. Mais si on s'en tenait à la lecture des auditeurs, il y avait un problème d'interprétation de ce terme, je pense. Et dans cette attitude défensive, c'était assez essentiel. Je pense que dans cette question de la maîtrise aussi,
ce qui ressortait énormément, c'était la question de l'histoire et de l'expérience et la façon dont la maîtrise progressait avec l'habitude en fait. Et c'est aussi quelque chose qu'on a vu dans la vidéo ce matin, le fait que quand la première bouteille éclate, on sursaute et puis au bout d'un moment on s'habitue au fait qu'il y ait des chocs, et ça c'est quelque chose qui ressortait pas mal aussi des réponses qu'on a eues. J'hésite de demander cette question à Nicolas, mais je crois que avec SPK, il y a ce paradoxe. C'est intéressant que au commencement et des phases dont vous parliez, c'est peut-être on a l'image de le groupe le plus radical de tous les groupes industriels, les plus extrêmes et des références, des expériences très extrêmes de déprivation sensorielle, de militaire, des choses militaires, de guérilla et tout ça. Mais après, comme avec Metal Dance, et après, c'est plutôt l'inverse. Et je demandais si vous avez vous intéressez en ça, ou une explanation pour ce changement absolument extrême, parce que les autres groupes ont joué le chant un peu plus ludiquement, comme Throbbing Gristle, quelquefois on fait un peu de pop, un peu de choses différentes, un peu d'exotica, comme j'ai dit, mais SPK, c'est une rupture presque absolue. Merci pour votre question. C'est vrai que SPK, à partir de 83, opère un changement radical dans ses enjeux, enfin dans ses productions musicales, tout simplement. Ce qui fait que ça change complètement la donne par rapport à l'attitude même du groupe, qui continue à utiliser un petit peu ces visuels subversifs, mais qui très vite vont vers une esthétique très un peu folklorique, quoi, on va dire, et même à la limite du ridicule parfois dans certaines représentations sur des pochettes d'albums. Mais c'est vrai que c'est en même temps, ils ont le mérite du coup de ne pas faire ce commerce de cette violence et de tout ce domaine mortuaire qui recycle. Bon, peut-être contrairement à un groupe comme Whitehouse, mais là encore, c'est plus dans une attitude de séduction par rapport à un public. Et c'est vrai qu'ils cherchent énormément ça, cette confrontation, un peu comme Throbbing Gristle, qui, lui, par l'emploi des ultrasons et des infrasons, fait un petit peu subir ça aussi à leur public. Mais non, oui, c'est vrai que c'est amusant du coup de voir qu'il y a une césure entre deux périodes, surtout pour un groupe qui est présenté comme le groupe, comme vous avez dit justement, le plus radical du point de vue des images et du son de la sphère industrielle. Merci. C'était pour Catherine et Pauline. C'était vraiment rapidement, pour revenir un peu sur la question de la douleur, parce que est-ce que vous l'avez associé dans la question, dans le questionnaire, à l'inconfort, dans la même question? Parce que quand même, pour moi, selon moi, on n'est pas du tout dans le même registre. Et dans ce que j'ai pu observer, moi, dans mes enquêtes, l'inconfort, c'est quelque chose qui effectivement est énoncé, même en ces termes, qui revient. Par contre, la douleur, c'est quelque chose qui n'est jamais apparu chez aucun amateur de noise, en tout cas, que j'ai pu interviewer ou quoi que ce soit. Et même dans l'observation ethnographique, c'est pas quelque chose, j'ai l'impression je sais pas, qui ressort, mais je sais pas dans vos résultats ce que ça a pu donner. Je suis assez curieuse du coup d'en savoir un peu plus sur cette question. Merci beaucoup. Alors cette question, en fait, on a fait l'enquête en 2 temps. On a d'abord fait l'enquête avant un colloque à Dijon, et où on avait posé la question de la douleur, il me semble. Et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on pose la question de façon beaucoup plus ouverte, parce que c'était un peu comme une
question accusatoire ou qui appelait une réponse défensive. Et donc on a formulé la chose de façon très ouverte en posant l'alternative inconfort ou douleur. Et les réponses défensives sont apparues quand même. On avait aussi des gens qui faisaient la différence eux-mêmes entre inconfort et douleur. Mais effectivement, c'est une piste, je serais heureuse d'en discuter avec toi de la question du seuil entre les deux aussi, parce que l'inconfort, c'est une forme de douleur moins intense d'une certaine façon. C'est très difficile de... Ouais. Et puis Catherine le disait dans l'intervention, les auditeurs eux-mêmes parvenaient très bien à distinguer ce qui était de l'ordre de la douleur physiologique. Et certes, on n'a pas eu le temps de commenter cette citation, mais l'un des auditeurs disait que c'est pas forcément lié à un concert de noise, il suffit d'une musique mal amplifiée, avec des médiums particulièrement agressifs, etc., pour qu'il puisse y avoir douleur. Et après, d'accord, et après il y avait la notion d'inconfort psychoacoustique, qui pouvait être alors un inconfort physique peut-être, on parlait beaucoup des fréquences aiguës, des larcènes, mais qui était avant tout lié finalement au signal, ou du moins à la perturbation du signal et à la difficulté d'intégrer dans des structures musicales plus connues. Et c'était peut-être cet inconfort psychique qui, lui, allait en se lissant avec l'historicité de la perception. Mais les auditeurs eux-mêmes, dès lors qu'on a introduit cette question plus ouverte, on fait très bien la différence, on a eu des réponses assez construites sur ce plan. Après, ce qui était intéressant aussi, on n'a pas eu le temps de développer, mais c'est toutes les métaphores qui ont surgi dans les réponses autour de la question du danger. Et le danger suppose un mal quand même, c'est un mal envisagé, c'est pas un mal réel, mais c'est l'hypothèse d'un mal qui risque de nous atteindre et d'une douleur virtuelle. Et des métaphores comme le combat, le fait d'être debout dans une tempête. Il y avait quand même toute une thématique de l'adversité, du risque de la destruction. Et donc en fin de compte, on tourne quand même autour d'une certaine douleur, mais sous une forme virtuelle et imaginée, quoi. Pas du tout une douleur sensorielle actuelle, mais la possibilité d'une douleur ou quelque chose de plus, un imaginaire de la douleur et du danger, quoi. Merci, je vous propose qu'on arrête là cette séance. Je remercie une nouvelle fois tous les intervenants du panel. Et puis, un buffet nous attend à l'extérieur. Je laisse Gérard dire quelques mots, ainsi qu'une performance. Oui, la première chose, c'est que Frédéric va aller s'installer au studio musique pour démarrer sa performance. Comme le studio n'est pas aussi grand que cette salle, l'idée, c'est que vous y passiez par petits groupes. Et puis, naturellement, il y a toutes les installations à visiter. C'est également le moment de faire le tour des installations qui sont toutes actives à présent.